Un demi-siècle s'est écoulé depuis les premiers pas de l'homme sur la Lune. Notre satellite fait-il encore rêver? Et s'il devenait la deuxième planète des Terriens? Le nouveau continent à explorer? Chaque jour, au coucher du soleil, la moitié de la Terre plonge dans la nuit. Seule la Lune apporte encore un peu de clarté. En inventant l'électricité, l'homme est devenu capable d'illuminer le ciel nocturne. Les lumières de la ville semblent presque reléguer la Lune au rang de vestige d'une autre époque. Notre satellite peut-il encore faire rêver les explorateurs du XXIe siècle? Si j'avais le choix, j'irais sur la Lune ou sur Mars. Alors j'aimerais beaucoup aller sur la Lune. Par contre, c'est un aller avec un retour. Actuellement, nous ne sommes pas du tout adaptés à un séjour dans l'espace ou sur la Lune. C'est un milieu extrêmement hostile. Plus on en sait sur la Lune, plus elle nous fascine. On ne la voit pas du tout comme un caillou désertique. Ça serait génial de regarder la Lune en se disant qu'il y a des hommes dessus. Le 16 juillet 1969, le soleil se lève comme chaque matin sur les marais de Floride. Mais ce jour-là, l'humanité est sur le point de vivre une fabuleuse épopée. At 6:32 a.m., 3 hours before launch, on pad 39A, Armstrong and Aldrin walked on the surface of the Earth. Their next steps would be on the moon. 1 million de personnes se sont installées aux abords du site pour assister au lancement de la fusée. Il y a des diplomates, des hippies et une multitude de gens ordinaires. Cette foule bigarrée est venue participer à un événement annoncé comme historique. L'atmosphère est détendue. Cela contraste avec l'ambiance tendue qui règne dans la salle de contrôle. The day began for the astronauts. Neil Armstrong, Commander Apollo 11. Edwin Buzz Aldrin. Lunar Module Pilot, Michael Collins, Command Module Pilot. La NASA prépare ce vol depuis des années. La tension est à son comble. Seconds and counting. Neil Armstrong reported back when he received the good wishes. Thank you very much. We know it will be a good flight. Surgeon, go. Capcom, we're go for undocking. Negative flight. Le compte à rebours commence. 470 ingénieurs sont rassemblés devant de longues rangées d'écrans. Un vieux rêve de l'humanité est sur le point de se réaliser. L'homme va enfin aller sur la Lune. 10, 9, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. 3 astronautes américains s'envolent pour une destination qui semblait jusque-là hors d'atteinte. Ils s'élancent vers la Lune à bord d'une fusée de 111 mètres. L'écrivain Norman Mailer les aurait surnommés les chevaliers du Graal de l'âge de la technologie. L'équipage doit se poser sur la mer de la Tranquillité, sur la face visible de la Lune. Son message est « Nous venons en paix au nom de l'humanité tout entière ».
Je me souviens que j'ai eu le droit de me lever à 3 heures du matin. Nous sommes allés chez des voisins, ils avaient un téléviseur qui fonctionnait et on a pu regarder la retransmission. Les images étaient floues. Pour la toute première fois, des hommes étaient en train de marcher sur un autre corps céleste et on pouvait assister à cela en direct depuis la Terre. Dans les tout derniers instants qui précèdent l'alunissage, l'équipage frôle la catastrophe. Mais les téléspectateurs ne le sauront pas. Neil Armstrong et Buzz Aldrin pilotent le module lunaire, tandis que Michael Collins est dans le module de commande. Tout se passe d'abord comme prévu. Mais à la dernière minute, à la suite d'une série d'écarts par rapport à la trajectoire, le module lunaire se dirige droit sur un cratère de 4 mètres de profondeur et 33 mètres de diamètre. Pas idéal comme site d'alunissage. Neil Armstrong prend alors les commandes manuelles. Il parvient à poser le module sur une zone non accidentée 60 mètres plus loin. Mais c'était moins une. Il lui restait seulement 20 secondes de carburant. L'événement est historique. C'est le début d'une ère nouvelle. Le vol de la Terre à la Lune a duré 102 heures et 45 minutes. 528 millions de téléspectateurs ont assisté au décollage de la fusée et 1 humain sur 4 a regardé une partie de la mission, d'après les estimations de la NASA. J'avais 5 ans, mais je m'en souviens encore très bien. Il y avait le son qui paraissait très lointain, les premiers mots qui ont été dits, et puis ces drôles de mouvements. Tout cela m'a marqué. C'est ce dont je me souviens le mieux. Dans le contexte de la guerre froide, l'événement envoie un signal politique fort. Les astronautes étaient américains, mais l'humanité tout entière a participé à l'événement. Je pense que cela a influencé la vie de millions de personnes. 8 jours après le décollage, les astronautes reviennent sur Terre. Ce point lumineux dans le ciel, c'est le vaisseau qui entre dans l'atmosphère terrestre. Il amérit dans l'océan Pacifique le 24 juillet 1969 à 16h50 temps universel. L'humanité a quitté la Terre pour la première fois. C'est ce qu'on retiendra de notre époque dans 10 000 ans. Des terriens ont quitté la planète pour la toute première fois. Je suis sûr que, rétrospectivement, on trouvera ça aussi important que le premier poisson qui a quitté l'océan au cours de l'évolution. L'homme a d'abord longuement observé la Lune à l'œil nu. Puis il l'a examinée au télescope avant de s'élancer finalement vers elle pour s'y poser. Cette sorte de 5 à 7 cosmique apparaît comme le point d'orgue d'une longue histoire d'amour entre les terriens et le satellite naturel de leur planète. 4 mois seulement après l'exploit d'Apollo 11, un nouveau vol habité décolle. Les 12 hommes qui marcheront sur la Lune au XXe siècle seront tous américains. L'équipage d'Apollo 17 sera le dernier à faire le voyage en 1972. Mais le monde se souviendra longtemps de l'accueil triomphal réservé aux pionniers d'Apollo 11. Peut-on imaginer faire encore mieux qu'eux ? Gloria Meinen est sociologue.
Elle rédige une histoire de l'avenir qu'elle fait débuter en 1969. Les astronautes sont les explorateurs d'aujourd'hui. Au XVe siècle, c'étaient les navigateurs comme Christophe Colomb. Ensuite, il y a eu les colons américains, puis les astronautes dans les années 1960. C'est intéressant de voir que le concept de front pionnier s'est d'abord appliqué à la conquête de l'Amérique, puis à celle de l'espace. À force de contempler la Lune dans le ciel, l'homme a eu envie d'aller voir de plus près à quoi elle ressemblait. Connaissez-vous l'histoire de Wan Hoo, le mandarin chinois qui s'envola pour la Lune au XVIe siècle? L'heure a enfin sonné. Astre céleste, me voici. On dit que Wan Hoo attacha 47 fusées de feu d'artifice à un siège pour se propulser dans le ciel. Le procédé était pour le moins audacieux. Lorsque le nuage de fumée se dissipa, Wan Hoo avait disparu. On n'entendit plus jamais parler de lui. Qui sait jusqu'où il alla? Quoi qu'il en soit, son nom restera à jamais attaché à la Lune puisque, des siècles plus tard, un cratère lunaire sera nommé Wan Hoo en son honneur. La Lune fait-elle encore rêver au XXIe siècle? C'est un rêve que j'ai, bien sûr. Aller voir un peu plus loin, lever un pan du voile. Qu'y a-t-il d'autre dans l'univers? Si on me donnait le choix, j'irais tout de suite sur la Lune ou sur Mars. Quand Alexander Gerst n'est pas dans l'espace, il savoure la vie sur Terre. Il s'entraîne pour la prochaine mission spatiale. Pour pallier une éventuelle défaillance de l'électronique, les astronautes apprennent à naviguer au sextant. Un laboratoire de réalité virtuelle permet de simuler des réparations à l'extérieur du module. On pourrait croire que les astronautes jouent, mais ces gestes pourraient bien sauver des vies. Pour parer à toute éventualité, l'équipage répétera de nombreuses fois la réparation de toutes les pannes possibles et imaginables. 1, 2, 3. Dans la réalité, ils seront dans l'espace à 400 km au-dessus de la Terre. Alexander Gerst doit aussi essayer l'incontournable combinaison spatiale. La combinaison spatiale est un objet incroyable. C'est un mini-vaisseau à elle toute seule. Tout y est. Un système de survie, un système électrique, un système de régulation thermique, un système radio. C'est fascinant qu'on arrive à caser tout cela dans une combinaison. D'accord, elle pèse 160 kg à vide, mais elle est quand même assez maniable puisqu'on peut se mouvoir avec. Vue de l'espace, la Terre paraît un îlot de vie au milieu d'un vaste océan noir. Des scientifiques comme Alexander Gerst sont aujourd'hui capables de voyager dans le cosmos. Mais les poètes ne les ont pas attendus pour aller sur la Lune. Parmi eux, certains étaient même si visionnaires que la NASA les a copiés. Les astronautes, mais aussi des ingénieurs comme Wernher von Braun, tous ont été des lecteurs enthousiastes de Jules Verne. En ce sens, avec ses 2 romans sur la Lune, Jules Verne a été un visionnaire. Il a fourni une aide concrète et précieuse aux ingénieurs et aux astronautes. La réalité ressemble beaucoup à la fiction. Jules Verne a publié De la Terre à la Lune en 1865
et Autour de la Lune en 1869. Ces deux romans préfigurent la mission Apollo 11 avec un siècle d'avance. Pendant le cours des années 1860, le monde entier fut singulièrement ému par une tentative scientifique sans précédent dans les annales de la science. Les membres du Gun Club avaient eu l'idée de se mettre en communication avec la Lune. Oui, avec la Lune, en lui envoyant un boulet. Jules Verne, c'est la grande figure de son époque et même d'une bonne partie du XXe siècle, même si son influence est largement sous-estimée. Un siècle avant la conquête de la Lune, il avait déjà tout imaginé et décrit. C'est incroyable de voir tous les détails qu'il a donnés et qu'on a effectivement retrouvés dans le programme Apollo. La taille de l'équipage, par exemple. Les astronautes du premier vol américain étaient 3, comme les héros de Jules Verne. C'est lié à la fusée. Il y a aussi le site de lancement. L'aire de la NASA était à 200 km du site décrit dans le roman, je crois. Il y a encore l'amérissage dans l'océan Pacifique. 50 ans après le programme Apollo, on envisage de retourner sur la Lune. Mais cette fois, ce ne sera pas pour une petite promenade. L'Agence spatiale européenne est à l'initiative de ce projet. Il y a quelques années, nous avons remis la Lune à l'ordre du jour. Tout le monde dans tous les pays était dubitatif au début. Certains disaient pourquoi aller là-bas? C'est juste un gros caillou. D'autres trouvaient que ce n'était pas un défi assez important. Ils voulaient aller plus loin. Mais cela a totalement changé ces 3 ou 4 dernières années. Peu à peu, le projet prend forme. Dans les usines d'assemblage, techniciens et ingénieurs construisent Orion, le vaisseau spatial de demain. Ce véhicule américano-européen doit emmener des hommes sur la Lune. Le lancement est prévu pour 2020, 2023 ou 2025. On ignore encore la date exacte. Aller sur la Lune aujourd'hui, ce n'est pas un retour en arrière, c'est un pas en avant. Il faut bien le comprendre. On n'a pas envie de refaire 1969. Le nouveau projet est très différent. On va de l'avant, on poursuit l'exploration. Des courts films d'animation mettent en scène les ambitions des agences spatiales pour demain. Pour obtenir des financements, l'aérospatiale a besoin de projets ambitieux. La Lune reste un excellent moyen de faire rêver. Aujourd'hui, l'Agence spatiale européenne ambitionne de créer une station de recherche permanente sur la Lune. Cette station pourrait aussi servir de base pour des expéditions encore plus lointaines. Pour le dire vulgairement, la Lune et Mars sont les 2 nouveaux continents de la Terre. C'est notre périphérie cosmique. Ils peuvent paraître éloignés, mais quand on y réfléchit, la Lune est à 1 semaine de voyage de nous. C'est moins que ce qu'il fallait pour aller dans l'Antarctique il y a un siècle. L'aérospatiale a eu ses pionniers. C'étaient des esprits audacieux et bricoleurs qui n'avaient pas peur de risquer leur vie pour construire une fusée spatiale. Sans eux, rien n'aurait été possible. La Terre était un horizon trop limité pour ces rêveurs de génie. Alors ils ont visé la Lune. C'est fou de voir tout ce que des hommes ont pu imaginer. Que ce soit les ballons dirigeables, les avions ou les voyages sur la Lune. Tout a été imaginé avant de devenir réalité. En 1902, Georges Méliès réalise Le Voyage dans la Lune. Inspiré du roman de Jules Verne, c'est l'un des tout premiers films de science-fiction.
la fusée atterrit dans l'œil de la Lune. Aïe! Ce film est fantastique, mais c'est presque une caricature. Quand Georges Méliès fait atterrir la fusée dans une sorte de gâteau lunaire, je crois qu'il tourne en dérision la fascination des hommes pour la Lune. Andreas Blum lui-même est fasciné par la Lune et sa représentation dans l'art. Pour une exposition, il a rassemblé 150 œuvres sur ce thème, exécutées au cours des 5 derniers siècles. Comme souvent pour une exposition, on a une idée, mais il faut se limiter. Il y a des millions de représentations de la Lune. Puis, on se met à rassembler les œuvres. Ce qui est formidable, c'est quand on en trouve de nouvelles qu'on ne connaissait pas. Ça fait comme un effet boule de neige. Édouard Manet, Caspar David Friedrich et tant d'autres ont peint des lunes très évocatrices. Mais Andreas Blum a aussi déniché un tableau étonnant d'un paysagiste allemand nommé Wilhelm Krantz. Il a peint la Lune comme s'il y était, avec la Terre en arrière-plan. C'est exactement ce qu'ont vu les astronautes de la mission Apollo. Ce tableau date de 1919. Il s'intitule « Paysage lunaire idéal ». 50 ans plus tard, l'équipage d'Apollo prendra cette photo célèbre du lever de terre vue depuis la Lune. Les astronautes d'Apollo ont dit que sur la Lune, on pouvait quasiment masquer la Terre derrière son pouce. On cligne de l'œil, on tend son pouce, et tout le monde connu, toute la vie terrestre disparaît. Ça ne peut pas laisser indifférent. L'album Space Oddity de David Bowie est un hymne aux astronautes qui ont vu la Terre depuis l'espace. En fin de compte, ce vol a inversé le point de vue. Le fait de voir ainsi la Terre de loin a bouleversé les gens. Cela a été le début du mouvement de défense de l'environnement. Soudain, la Terre est devenue la planète bleue, le joyau de l'espace. Elle est apparue comme un îlot de vie et un monde sans frontières. D'ailleurs, au bout de quelques jours dans l'espace, tous les astronautes considèrent la Terre comme leur patrie commune. Voici l'histoire que Thomas Kraupe retrace dans son planétarium. Le public revit l'épopée spatiale comme s'il y était. Un petit pas pour l'homme. L'astronome rejoue la mission Apollo. C'est une sorte de simulateur de vol. On joue à l'astronaute, sans les risques, sans le manque d'oxygène et sans quitter la Terre. On peut aller partout dans l'espace. On est plongé dans le cosmos à 360 degrés. Ce soir, le planétarium accueille un spectacle musical intitulé « Fly Me to the Moon ». Emmène-moi sur la Lune. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars, in other words. Après le concert, les amoureux, les passionnés d'astronomie et les insomniaques se retrouvent sur la pelouse du planétarium pour admirer la Lune. Dans les années 1830, une affiche a fait sensation à Paris. Claude Ruggieri, de la célèbre famille d'artificiers italiens,
projetait d'envoyer un garçon dans l'espace. La fusée va s'envoler dans le ciel. Ensuite, elle va retomber en direction de la Terre. Mais n'aie pas peur, n'aie pas peur. C'est alors que s'ouvrira le grand parachute. Êtes-vous Claude Ruggieri? Oui, c'est moi. Comme voulez-vous. Tenez, voici l'autorisation pour le décollage. Maintenant, si vous permettez, la fusée va donc retomber en direction de la Terre. Au nom du préfet de police, je vous ordonne d'arrêter immédiatement votre expérience de vol habité. Commandant, la nouvelle fusée est parfaite. Claude Ruggieri a été artificier de Napoléon et de Louis XVIII. Il a déjà envoyé un mouton dans l'espace. Pour le ramener vivant sur Terre, il a utilisé un parachute. Le moins qu'on puisse dire est que cet inventeur de génie est en avance sur son temps. Très en avance. Comme lui, la NASA utilisera des parachutes pour ramener les astronautes sur Terre. Le musée du Centre spatial Kennedy, en Floride, accueille des centaines de milliers de visiteurs chaque année. On peut y voir les reliques du programme Apollo, notamment le fameux module lunaire et le lanceur géant. Mais le clou de la visite, c'est le studio vidéo où on peut rejouer les premiers pas sur la Lune. Un petit pas pour les gens ordinaires. Plus le temps passe, plus la mémoire des événements se perd. Cela nourrit de folles rumeurs. Certains imaginent un complot des Américains pour faire croire qu'ils ont remporté la course à l'espace. Ils invoquent l'absence de cratère d'impact sous le module lunaire, un drapeau qui flotte et une empreinte de pas suspecte pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme une supercherie. Pour eux, ces images ont été tournées dans un studio et les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Des études montrent que cette thèse fait de plus en plus d'adeptes parmi les personnes qui n'ont pas suivi l'événement à la télévision. Contrairement à moi, par exemple. C'est un facteur important, apparemment. Naturellement, les complotistes ignorent que le programme Apollo a employé 400 000 personnes. Or, on voit mal comment on aurait pu contraindre une telle foule à garder un secret. Un autre argument de poids est que les Russes eux-mêmes ont capté et localisé les transmissions radio des astronautes dans l'espace. On ne peut guère les soupçonner d'avoir fait le jeu des Américains. Il existe une autre preuve de la réalité du programme Apollo à l'Observatoire géodésique de Wetzel en Allemagne. Ces physiciens font de la télémétrie au laser avec des réflecteurs déposés par l'homme sur la Lune. Si c'était du bluff, comment expliquer la présence du réflecteur sur la Lune? Cela fait 50 ans qu'on le voit. On a réalisé la première mesure au laser de la Terre à la Lune quand les astronautes étaient encore sur place. Les astronautes ont déposé ce réflecteur avant même de planter le drapeau américain dans le sol lunaire. Depuis, on l'utilise pour obtenir des mesures laser très précises de la distance de la Terre à la Lune. Le procédé consiste à envoyer un faisceau laser vers la Lune et à capter sa réflexion. En mesurant l'intervalle de temps qui s'écoule entre l'envoi et la réception, on peut connaître la distance parcourue. Cela fait 50 ans qu'on fait de la télémétrie au laser entre la Terre et la Lune. Cela a permis de voir que notre satellite s'écartait de la Terre de 3,8 cm par an. Harald Isinger et Markus Landgraf veulent renvoyer des hommes sur la Lune. L'Agence spatiale européenne leur a demandé de définir les objectifs d'un futur vol habité vers la Lune. Il semblerait que l'un des principaux enjeux de cette mission soit l'eau. En effet,
on a des preuves de la présence de glace dans l'ombre permanente au fond de certains cratères de la Lune où la température avoisine les moins 250 degrés. Faut-il faire allunir la prochaine mission dans ces cratères? L'eau de la Lune est une ressource fantastique. Les astronautes peuvent la boire. On peut la transformer en oxygène. Et même en carburant pour la fusée. Chaque gramme d'eau que je ne suis pas obligé d'apporter depuis la Terre fait baisser le coût financier de la mission. Le projet de village lunaire de l'Agence spatiale européenne ne cesse de se préciser. On pourrait l'implanter près du cratère Shackleton, au pôle sud de la Lune. Les atouts du site, des réserves d'eau et un fort ensoleillement, synonyme d'énergie. Aux quatre coins du monde, des chercheurs travaillent à une future colonie lunaire. Christian Heinicke travaille sur l'habitat humain dans des conditions extrêmes au sein du Centre pour la technologie spatiale appliquée et la microgravitation de Brême. Mon travail est de veiller à ce que les astronautes qui se posent sur la Lune puissent s'installer dans une maison, entre guillemets. La conception d'une colonie extraterrestre à la surface de la Lune pose d'énormes difficultés du fait du rayonnement cosmique, des pluies de météorites et des variations de température considérables. Les terriens basés sur la Lune vont développer leur propre culture, leur propre société. Ce n'est qu'une question de temps. Il y aura peut-être une musique ou une peinture typiquement lunaire. Je pense que cela viendra assez vite. Et même dès 2044, d'après Arne Allert, un auteur allemand de science-fiction. Son premier roman s'intitule Moonatics. C'est l'histoire d'un voyage sur la Lune. Changement climatique, terrorisme, la Terre ne fait plus rêver les voyageurs. Ils lui préfèrent la Lune. Plus précisément, le cratère Aristarque et la vallée de Schroeter, sur la face visible de notre satellite. Ce sont les nouvelles destinations encensées par tous les guides de voyage. Le héros fait donc ses valises et embarque à bord d'une fusée spatiale pour des vacances sur la Lune. Naturellement, il a réservé une chambre avec vue sur la Terre. Le point de départ du roman, c'est cet hôtel de luxe appelé Levania. Le héros doit y passer 2 semaines de vacances, mais il y restera 2 ans en fin de compte. Il découvre un village hippie quelques cratères plus loin. Ce n'est pas indiqué dans les guides de voyage. Cette communauté hippie sur la Lune représente évidemment l'utopie. Malheureusement, des promoteurs immobiliers arrivent et tentent de les chasser. C'est un problème bien terrestre. Le voyage spatial pour tous, beaucoup en rêvent. Cela pourrait devenir bientôt une réalité. Mais qu'est-ce qui attire tant les hommes sur la Lune? Arne Allert a beau réfléchir, il ne voit pas. On peut s'interroger sur le sens d'un tel voyage. La Lune est aussi hospitalière que le cœur d'un réacteur nucléaire. Il n'y a ni eau sous forme liquide, ni oxygène, et on est exposé au rayonnement cosmique. Le seul intérêt, c'est la vue sur la Terre. Mais rien que pour cela, Arne Allert serait prêt à faire le déplacement. Gageons que le voyage serait assez différent de ce qu'ont imaginé les premiers cinéastes. Qu'est-ce qui attend les voyageurs à l'arrivée? La question a toujours fasciné. L'humanité rejouerait-elle son histoire?
Fritz Lang a été le premier à envoyer une femme sur la Lune en 1928, une étudiante en astronomie. Elle allunit sur la face cachée de notre satellite en compagnie de son fiancé et d'un astronome chercheur d'or. Ensemble, ils trouvent le précieux métal. Le programme Apollo a radicalement changé notre vision de la Lune. L'analyse des roches lunaires a montré que la Lune était fille de la Terre. Sans les missions Apollo, nous ne le saurions pas. Quelle découverte peut-on espérer d'une nouvelle expédition sur la Lune avec les moyens techniques du XXIe siècle? En fait, on ne sait rien de la Lune. On s'est posé à 6 endroits seulement. Imaginez qu'on se pose à 6 endroits du continent européen et qu'on fasse quelques prélèvements. On n'apprendrait pas grand-chose. En plus, la Lune est beaucoup plus grande que l'Europe. Néanmoins, le peu qu'on sait intéresse déjà les entreprises du secteur énergétique. De grandes quantités d'hélium-3 se sont accumulées à la surface de la Lune. Cet isotope de l'hélium pourrait fournir l'énergie de demain, d'après les spécialistes de la fusion nucléaire. Ils imaginent construire des centrales de fusion de l'hélium en pleine ville pour résoudre les problèmes énergétiques de la planète. Cela intéresse beaucoup d'entreprises du monde entier, mais aussi l'agence spatiale américaine, la NASA. Les Japonais, les Russes et les Chinois nous ont aussi dit qu'ils avaient des projets très concrets. Voici un scénario imaginé par des chercheurs. Une petite flotte spatiale rejoint la Lune et y construit une base de vie. L'extraction de l'hélium-3 a lieu dans une seconde phase. Le transport du gaz vers la Terre est assuré par des cargos spatiaux ou par un ascenseur orbital. Mais quelles seraient les conséquences de l'exploitation des ressources lunaires pour notre satellite et pour nous? On l'ignore. Un juriste allemand estime qu'il est urgent de poser quelques principes de droit au nom de l'humanité. Stefan Haube dirige l'Institut de droit spatial de Cologne. Le traité de l'espace a été conclu en 1967. À l'heure actuelle, 106 États l'ont ratifié et se sont donc engagés à le respecter. Ce traité stipule qu'aucun État ne peut annexer un corps céleste. Ces corps appartiennent à toute l'humanité. La Lune aiguise les appétits. Les uns veulent y créer des stations de recherche, les autres rêvent d'exploiter ses ressources naturelles. Va-t-on assister à une nouvelle ruée vers l'or? Les conférences sur l'exploration des ressources spatiales se multiplient. Stefan Haube assiste à toutes. Il s'y fait l'avocat de notre satellite. Je joue les gêneurs, voire les lanceurs d'alerte, parce qu'il y a un danger. Dans cette sorte de ruée vers l'or, on pourrait oublier de préserver l'environnement lunaire et sa stabilité. Les Américains ont déjà remporté la course à la Lune il y a 50 ans. Mais ils semblent bien décidés à ne pas s'arrêter là. En 2015, ils ont en effet adopté une loi qui les autorise à exploiter les ressources spatiales à des fins commerciales. Les Américains sont convaincus d'être à la pointe avec leurs lois. J'essaie de leur expliquer que ce n'est pas acceptable en l'état et que la Lune appartient à tous et que de ce fait, les lois doivent être élaborées en commun. Je leur dis qu'il faut une conférence internationale
Nous avons une base depuis 1979. Partons de cela pour avancer. Exploiter la Lune à des fins commerciales. L'idée n'est pas nouvelle. À chaque nouvelle mission Apollo, les fabricants de boissons ont écoulé des litres et des litres de cocktails lunaires et autres apéritifs d'Apollo. Actuellement, ce sont les produits confectionnés à la pleine Lune qui sont à la mode. Ils seraient particulièrement savoureux. Leur liste ne cesse de s'allonger. Pain, bière, fromage, charcuterie, on fabrique de tout à la pleine Lune. C'est parfait pour un pique-nique au clair de lune. Mais que mangeront les prochains hommes qui iront sur la Lune? Livraison spéciale dans l'Antarctique en 2018. Le conteneur abrite un potager expérimental. L'objectif est de nourrir les habitants d'une future base lunaire. Cultiver des fruits et des légumes par -45 degrés, tel est le défi à relever. La serre est installée près de la base antarctique allemande Neumayer. Il a fallu 2 années pour mettre au point ce potager hors sol, sans lumière naturelle ni pesticides, aménagé dans un conteneur de 13 mètres carrés. Daniel Schubert suit la phase d'essai depuis le centre de contrôle de Brême. Si besoin est, il peut commander les systèmes de régulation de la serre à distance. L'Antarctique ressemble beaucoup à la Lune et à Mars. La base Neumayer est coupée du reste du monde. Le ravitaillement est impossible en ce moment. On ne peut pas y aller par les airs. Donc sur place, l'équipe est livrée à elle-même. C'est le seul endroit où on peut tester un scénario comme celui-là. Une tempête de neige fait rage depuis 3 jours. Les ingénieurs n'ont pas réussi à parcourir les quelques centaines de mètres qui les séparent de la serre. Vont-ils y parvenir aujourd'hui? Dans l'Antarctique, les hommes et les équipements doivent supporter une température de -45 degrés. Sur la Lune, il fait plutôt -170 degrés. Les ingénieurs parlent au centre de contrôle tous les jours. Tout se passe bien. Les plantes poussent parfaitement bien. On a encore fait une grosse récolte cette semaine. La production est vraiment très abondante. Si on prend les salades, j'en ai 24 pieds tous les 15 jours. Ils tiennent 2 semaines jusqu'à la récolte suivante. Donc on a le temps de les manger. On a 3 ou 4 kilos de concombres par semaine et 1 à 2 kilos de tomates. Les légumes que je produis sont très appréciés ici. Nous mangeons des légumes de la serre tous les jours. Nous n'avons pas été ravitaillés en produits frais depuis près de 4 mois. Donc l'équipe est ravie d'avoir nos légumes frais. Le potager de l'Eden ISS agrémente le quotidien des 10 hommes qui vivent sur la base. L'équipage de la Station spatiale internationale devrait bientôt disposer d'une mini-serre Eden à emporter, pour ainsi dire. On sous-estime souvent l'importance des repas à bord d'une station spatiale. Mais quand on passe 6 mois dans l'espace, il faut absolument donner à l'organisme ce dont il a besoin pour ne pas tomber malade. Il y a aussi la dimension psychologique de la nourriture. C'est très important de savoir qu'un bon repas nous attend le midi ou le soir. Il faut des plats variés et, dans l'idéal, des produits frais. Le potager Eden pourrait mettre au rencard les aliments lyophilisés de la NASA. La récolte est abondante dans l'Antarctique. Mais le sera-t-elle aussi sur la Lune ?
En tout cas, les tomates poussent bien. C'est une variété d'ici, une Harzfeuer. Sur la Lune, il y a des difficultés supplémentaires qu'on ne peut pas simuler ici. La gravité y est plus faible que sur Terre, par exemple. C'est à prendre en compte dans la conception des systèmes. Cela doit aussi affecter la croissance des plantes. Il y a également la question de la source d'énergie, parce que la serre a une consommation énergétique assez importante. Préparer la prochaine expédition sur la Lune suppose de conduire des recherches dans plusieurs disciplines. Mais l'argent qui finance la recherche aérospatiale est-il bien investi? Quel est l'intérêt de ces recherches pour les citoyens des pays impliqués? Nous utilisons tous l'astronautique au quotidien. Pour les prévisions météo, sans l'astronautique, ce serait n'importe quoi. Pour la navigation GPS, tout le monde s'en sert aujourd'hui, aussi bien en voiture qu'à pied ou à vélo. Ça passe par les satellites. Pour les télécommunications, la Coupe du Monde de football peut se passer n'importe où, le monde entier peut la regarder. Mais d'où vient ce signal? Des satellites, bien sûr. Si on met ces équipements en danger, c'est toute notre vie quotidienne qu'on met en danger. Les agences spatiales veulent la Lune. Pourquoi pas? Mais il y a un obstacle de taille. Ou plutôt des obstacles, les déchets spatiaux. Ils commencent à poser de sérieux problèmes. Quelques 750 000 objets orbitent autour de la Terre. Ils proviennent notamment des 3000 satellites artificiels qui ont cessé de fonctionner. L'espace est dangereusement encombré. Houston, nous avons un problème. Il y a des déchets dans l'espace. Une jeune femme a décidé d'alerter l'opinion publique. Fatoumata Kébé est astrophysicienne. Elle a soutenu récemment une thèse de doctorat sur le sujet à l'université de Paris 6, Pierre et Marie Curie. L'espace, c'est loin, donc du coup, on ne voit pas trop les problèmes qu'il y a là-bas. Donc quand on vient et qu'on leur dit, écoutez, l'être humain a aussi pollué l'espace, en général, les gens ne s'y attendent pas. Satellites désactivés, étage supérieur de lanceur, fragments de peinture écaillés, tournevis même, on estime que 6500 tonnes de déchets tournent au-dessus de nos têtes. Le problème nous concerne tous si nous voulons continuer à utiliser Internet, les smartphones et les systèmes de navigation GPS. La NASA avait dit que, dans une étude, que si on continuait à gérer l'espace comme on le fait actuellement, à l'horizon 2025, on ne pourra plus envoyer un objet dans l'espace sans qu'il soit percuté par au moins un débris sur son trajet. Et donc effectivement, si on parle d'une mission vers la Lune, en fait, le risque va être encore plus grand puisqu'il va traverser plusieurs régions. Enfin, la mission spatiale va traverser plusieurs régions avant d'atteindre la Lune. Quel que soit l'objectif de la prochaine mission spatiale, le problème sera identique. Les pionniers d'Apollo eux-mêmes n'ont pas laissé que leurs empreintes sur la Lune. Les 6 missions Apollo y ont abandonné 180 tonnes d'équipement au total. Les astronautes n'y sont pourtant pas restés longtemps. En matière de développement durable, le secteur astronautique a tout à inventer. Vue de la Terre, la Lune paraît immaculée. Bernd Pröschold la photographie sous tous les angles. Chaque séance photo exige de longs préparatifs. Aujourd'hui, le photographe est dans les environs de Francfort. Normalement, la Lune se lève à l'est comme le Soleil. L'est est à peu près là. Mais la Lune se déplace dans les deux sens au cours de l'année. Avec un logiciel d'astronomie, on peut calculer sa place. Aujourd'hui, elle se lève à 22 degrés de l'est en direction du sud, donc pile derrière les tours de Francfort. C'est presque une ligne que je trace sur la carte. Elle part des tours et traverse le paysage selon cet angle. L'idéal serait de se poster 200 mètres plus loin, à droite, mais les arbres nous cacheraient la vue. Ici, c'est un bon compromis. Qui sera la plus belle ce soir? La pleine lune ou la ville avec ses lumières? Comme toutes les grandes dames, Séléné se fait attendre. Voilà que le temps s'en mêle. Il risque de tout gâcher. Finalement,
le photographe est récompensé de sa patience. La Lune émerge des nuages un bref instant. Alors, qui est la plus belle ? Pour moi, c'est le paradis sur Terre. Il y a les oiseaux qui gazouillent, les arbres verts, la rivière qui coule, et puis cette lune. Les astronautes peuvent y aller s'ils veulent. Moi, je ne les envie pas. La Lune a élargi notre horizon. Elle nous a fait redécouvrir la Terre et nous a montré que les vrais défis se trouvaient dans notre jardin. Une grande histoire d'amour nous unit à elle. 50 ans après Apollo 11, la passion est toujours aussi vive. La Lune est peut-être un nouveau continent, mais saurons-nous prendre soin d'elle mieux que nous n'avons pris soin de la Terre ? Seules les prochaines générations pourront le dire. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. It's one small step for man, one giant leap for mankind.